Félix Tshisekedi réaffirme son engagement à travailler pour le retour de la paix en RDC. Déclaration faite lors de la réunion tripartite sur le corridor de Lobito en Angola. Et puis une maladie d'origine inconnue sévit dans la province de Kwango, plus précisément dans la zone des Pandi depuis le 24 octobre. Le ministre de la Santé a assuré que 2 équipes médicales spécialisées ont déjà été déployées sur place pour l'identifier. Et en international, la Bujumbura, le producteur agricole sont appelés à vanter ses produits d'exportation afin d'élargir le marché dans la table ronde sur l'investissement dans la réalisation de la vision 2040-2060. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Le président Félix Tshisekedi a participé ce mercredi en Angola à une réunion multilatérale sur le corridor de Lobito aux côtés de ses homologues de l'Angola, de la Zambie, des États-Unis et du vice-président tanzanien. Lors de cette rencontre, il a souligné les avantages majeurs de ces projets stratégiques qui relient la RDC, la Zambie et l'Angola en mettant l'accent sur son potentiel pour l'intégration régionale, la transformation économique et l'amélioration des conditions de vie. Cependant, il a insisté sur l'importance de la paix et de la sécurité pour libérer tout le potentiel du corridor. Suivez. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part ce mercredi à une réunion multilatérale en Angola sur le corridor de Lobito aux côtés des présidents João Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie, Joe Biden des USA et du vice-président tanzanien. Dans son discours, Tshisekedi a mis en avant les avantages considérables de ces projets stratégiques qui relient les régions minières de la RDC et de la Zambie au port angolais de Lobito. Il a souligné que ces corridors, conçus pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030, représentent une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie des populations locales. Le président congolais a également souligné le potentiel du corridor pour renforcer les relations économiques entre la RDC, la Zambie et l'Angola. Avec ses 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Il a précisé que ces projets permettront à la RDC de valoriser ses ressources naturelles comme le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en réduisant le coût logistique et en augmentant les exportations. Les corridors devraient également créer plus de 30 000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à l'essor du commerce intra-africain. Pendant, le président congolais a rappelé que la paix et la sécurité sont essentielles pour exploiter pleinement les potentiels du corridor de Lobito. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. Plus tôt dans la journée, le président Félix Tshisekedi et ses homologues ainsi que le vice-président tanzanien avaient visité le port de Lobito et l'usine Carino Food Processing Factory, principale industrie agro-industrielle d'Angola. Pendant ces temps, à l'intérieur du pays, une maladie d'origine inconnue sévit dans la province de Kwango, plus précisément dans la zone de santé des Pandi. Depuis le 24 octobre, elle a causé la mort de 79 personnes, dont la majorité sont des enfants de plus de 15 ans et a affecté 376 autres personnes. Face à cette situation inquiétante, une délégation de députés provinciaux a rencontré le ministre de la Santé pour exprimer leurs préoccupations. Le ministre a assuré que des équipes médicales spécialisées ont déjà été déployées sur place pour identifier la maladie. Écoutons plutôt Romain Mavoudila, président caucus député Kwango. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du caucus des élus de la province de Kwango. Et le caucus a pensé rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé,
au sujet de l'épidémie qui ravage dans la zone de santé de Panzi, dans le territoire de Kasumulunda et dans la province du Kwango. Et donc, nous avons voulu porter l'information sur cette épidémie auprès de son Excellence, parce qu'il n'a pas hésité un seul instant à répondre aux desiderata du député. Et on lui a soumis les dossiers par rapport aux informations reçues de la base. Et il nous a rassuré en ce moment précis que les équipes de techniciens du ministère sont déjà sur place à Panzi. Ils vont procéder déjà au prélèvement des échantillons afin que des solutions appropriées soient apportées et surtout pour arrêter cette épidémie. Et donc le ministre s'est montré très disposé à agir pour que cette épidémie soit maîtrisée le plus rapidement possible. La veille, le ministre de la Santé publique, Dr Roger Samuel Kamba, a présenté à Kinshasa un plan stratégique pour la professionnalisation de relais communautaires et des agents de santé communautaire. Cette initiative comprend deux formations, une rémunération et la digitalisation de services de santé avec l'objectif d'institutionnaliser la santé communautaire en République démocratique du Congo. Une feuille de route détaillée et budgétisée a été dévoilée pour renforcer ces secteurs clés de la santé publique. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Samuel Kamba, a rencontré le mardi 3 décembre à son cabinet de travail le relais communautaire afin de leur présenter un nouveau processus de professionnalisation de relais communautaires et des agents de santé communautaire, ainsi que l'institutionnalisation de la SACO. Un document détaillant les modalités de professionnalisation des RECO et ASC a été élaboré, incluant des éléments tels que le profil, le paquet de soins, la formation, le ratio, la digitalisation, les rémunérations ainsi que l'institutionnalisation de la santé communautaire. Une feuille de route budgétisée pour l'institutionnalisation de la santé communautaire en RDC a également été présentée. Par ailleurs, une feuille de route pour la digitalisation de la santé communautaire a été dévoilée, visant à faire des relais communautaires le premier maillon de la santé communautaire en République démocratique du Congo. Et sur le front de la lutte contre le VIH-Sida, une nouvelle approche innovante a été présentée par Médecins sans frontières visant à simplifier l'accès aux soins tout en réduisant le risque de transmission. Il s'agit du modèle de guichet unique, explique aux journalistes lors d'un point de presse en marge de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les sida. Guigui Nende et Giscard Tamba. La transmission du VIH de la mère à l'enfant, c'est possible. Bien que cela soit réalisable, cette transmission reste la principale source d'infection chez les enfants de moins de 15 ans. Parmi les facteurs expliquant cette situation, l'une des causes majeures est la dispersion des services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, auxquels les femmes séropositives doivent avoir recours pour éviter la contamination de leur enfant. Pour répondre à ce problème, Médecins sans frontières, MSF en sigle, a mis en place un guichet unique, un modèle de prévention ayant prouvé son efficacité. Le modèle guichet unique piloté par Médecins sans frontières à Kinshasa, ce modèle est constitué d'une approche centralisée où tout est centralisé à un seul endroit, c'est-à-dire la sensibilisation des femmes VIH, la sensibilisation des femmes à santé. C'est fait au niveau des salles d'attente des consultations prénatales, juste dans les box qui est à côté où ils font les consultations prénatales, on propose les dépistages VIH et là, au même moment, on annonce les résultats si la femme elle est positive et on commence les traitements antirétroviraux chez la femme. Quant au bébé, un dépistage précoce est effectué à 6 semaines pour détecter la présence d'antigènes du VIH dans leur sang. Pour les bébés, qu'est-ce qu'on fait? On fait les dépistages précoces à 6 semaines qui nous permettent de savoir s'il y a des antigènes
de VIH qui circulent dans le sang de l'enfant. Et cela nous permet de commencer le plus tôt les traitements antirétroviraux chez les bébés exposés pour éviter que ces bébés puissent mourir avant 2 ans. Si ce modèle était intégré dans le cadre de la gratuité de la maternité, la République démocratique du Congo pourrait espérer réduire significativement, voire éradiquer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous allons demander au gouvernement, à travers son programme La maternité gratuite, de renforcer l'accès au dépistage des femmes enceintes et aussi le suivi des femmes enceintes dans le modèle guichet unique, c'est-à-dire toute l'approche est centralisée dans une même box de consultation et les femmes sont suivies par une seule personne et cela facilite l'adhérence au traitement et ça réduit ainsi la transmission du VIH. En RDC, environ 19% des femmes séropositives donnent naissance à des enfants séropositifs. Cependant, avec l'implantation du guichet unique, ce taux pourrait être réduit à moins de 1%, a déclaré le docteur Gisèle de MSF. Sur le plan économique, 2 éclaircissements ont été apportés concernant l'inflation de produits alimentaires qui, selon les transporteurs, ne seraient pas directement liés au coût des transports routiers. Ces explications ont été données lors d'une réunion coprésidée le mercredi 4 décembre 2024 par le ministre national de Transport Jean-Pierre Bemba et Mukoko Samba du Budget. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, ainsi que son homologue de l'économie, Daniel Mukoko Samba, ont co-présidé une réunion à laquelle ont participé des représentants des syndicats des transporteurs routiers et des délégués de la FEC le mardi 3 décembre à Kinshasa. Cette réunion avait pour objectif d'examiner les répercussions de la baisse du prix du carburant sur le coût du transport routier et le prix de denrées alimentaires. C'est pour examiner la question de la répercussion de la baisse du prix du carburant sur le coût de transport, ainsi que d'autres questions liées à l'organisation et à la structuration de la profession de transporteur routier. Nous avons donc convenu que cette question doit être approfondie dans le cadre du comité de suivi qui a été mis en place par nos 2 ministères. Selon André Tikoji, président de l'intersyndicale de transporteurs poids lourds, l'inflation de produits alimentaires n'a pas de lien direct avec le coût des transports routiers. Tout a tourné autour des prix sur le marché quinois et le marché congolais en général. Il y a eu baisse du prix des carburants, ça c'est vrai. L'autorité de l'économie a voulu savoir, et bien sûr celui des transports, pourquoi les prix ne suivent pas alors qu'il y a des allègements à ce niveau-là. Nous, on n'est pas responsable de ça. Nous avons informé l'autorité que depuis plus de 4 ans maintenant, les prix de transport sont restés les mêmes. À l'issue de cette réunion, il a été convenu que cette question serait approfondie dans le cadre du comité de suivi mis en place par les 2 ministères, la FEC et les syndicats des transporteurs poids lourds. En ce qui concerne la justice, les tribunaux militaires de Kinshasa qui juge en appel le membre du mouvement New Zaïre a consacré son audience en début de semaine à la projection de vidéos enregistrées lors de l'intervention de prévenus au palais de la Nation. Ces assaillants sont notamment accusés des tentatives de coup d'État contre le gouvernement de Félix Tshisekedi. Guigui Nende. La haute cour militaire qui juge le général de brigade Iningele Erickson et consorts prévenus de complot visant à renverser le régime constitutionnel dirigé par le président Félix Antoine Tshisekedi a entendu le lundi 2 décembre en qualité de renseignante l'épouse du prévenu major Paluku Sialitira Kirito. Lors de son interrogatoire, elle a été questionnée sur ses déclarations précédentes faites devant les enquêteurs concernant l'armée de son mari aurait remise à l'honorable Mbusa Nyamwisi, député national. La renseignante a semblé nier ses précédentes déclarations, ce qui a poussé l'organe poursuivant, représenté par le général de brigade magistrat Cyprien Mouaou, à soulever la contradiction et à demander des éclaircissements. Quand je lui ai posé la question où il amène l'arme là, il a dit c'est pour les gens de chez Mbusa. C'est ce que j'avais dit. Je n'avais pas dit que l'arme va chez Mbusa.
La renseignante a ensuite été confrontée à la prévenue major PMF Kavira Safi Kave, à qui elle aurait demandé des conseils pour son mari en raison de son comportement lié à l'alcoolisme. Entendue à son tour sur les déclarations de son épouse concernant l'armée à remettre au député national Mboussa, le prévenu major Paloukou a affirmé que les déclarations de son épouse étaient les résultats des tortures psychologiques infligées par les services de renseignement. La haute cour militaire insiste sur la comparution du député national Mboussa Nyamwisi afin d'éclaircir sa religion quant à ce. Le président de la composition, le général de brigade et magistrat Martin Kalala Kampoukou, a de nouveau demandé au greffier de régulariser rapidement la procédure en notifiant cet élu afin qu'il puisse être entendu lors de la prochaine audience fixée au lundi 9 décembre 2024. Et puis, dans les domaines du développement de la compétence, le mardi 3 décembre 2024, la PROSEM a clôturé avec succès sa session de formation sur les techniques statistiques et l'utilisation des logiciels SPSS et Estata du 14 novembre au 3 décembre. Cette formation a permis à 100 agents et cadres pour promouvoir la classe moyenne en RDC. Giscard Tamba et Don Moumad. Les formateurs, experts accrédités par l'Institut national de la statistique, ont guidé le participant à travers 2 phases essentielles. Une formation théorique sur le concept statistique et une phase pratique dédiée au logiciel SPSS et Stata. José Astémé a insisté sur la nécessité de cette formation pour les agents de la PROSEM. Nous avons montré aux agents de la PROSEM comment la statistique sera comme étant le pilier de base pour leur métier, de classifier la classe moyenne et de pouvoir identifier cette classe moyenne partant des enquêtes et de pouvoir, ou si je peux le dire, propager ou publier les résultats qu'ils auront à faire pendant leurs études. Lors de la clôture, Samuel Matemane, directeur général adjoint de la PROSEM, a salué l'engagement des participants et souligné l'importance de cette initiative pour l'avenir de l'agence. J'ai rencontré certaines autorités qui travaillent à l'Institut sud-africain des statistiques. Et nos amis de l'autre côté, grâce aux nouvelles technologies, ils sont capables de produire 281 études par an. Nous, à la PROSEM, nous sommes à peine à 5 études par an, mais grâce à à une formation comme celle d'aujourd'hui, nous aussi nous ambitionnons arriver aussi au niveau à laquelle nos amis sud-africains sont et pourquoi pas les dépasser dans le long terme. Par ailleurs, il a insisté sur l'importance d'étendre les réseaux de la PROSEM à travers les 26 provinces afin de mieux refléter la réalité de la classe moyenne à l'échelle nationale. Les participants ont exprimé leur satisfaction à l'issue de la formation. J'ai trouvé la formation très bénéfique dans ce sens que ça nous a beaucoup aidé à pouvoir connaître beaucoup de choses qu'on n'a pas pu savoir avant que l'on fasse cette formation. Ce que je peux demander comme une recommandation plutôt, c'est d'organiser encore des formations vraiment très vraiment approfondies sur la statistique. Pour moi, surtout sur des logiciels appropriés sur la statistique et sur la collecte de données. Cette session a été un succès, non seulement par les compétences acquises, mais aussi pour son rôle déterminant dans la transformation des pratiques statistiques au sein de la PROSEM. Grâce à cette formation, les agents sont mieux préparés à remplir la mission fondamentale de la PROSEM, identifier et promouvoir la classe moyenne à travers la collecte et l'analyse des données fiables. Et en sport, CAN Handball Senior Dames RDC 2024, on connaît déjà 3 de 4 demi-finalistes de la compétition. Il s'agit de la Tunisie, de l'Angola et du Sénégal. Le dernier demi-finaliste sera connu à l'issue de la rencontre RDC-Égypte qui touche déjà à sa fin. Retour sur cette journée du jeudi au gymnase du stade de Marty avec nos envoyés spéciaux Blaise Kouzola et Né Kabamba. Lentement mais sûrement, nous cheminons vers la fin de cette 6e édition de la CAN Handball Senior Dames 2024. La poule en pratique au rôle du jour tout à l'heure. D'ailleurs, qui est en train de jouer face à l'équipe de l'Égypte pour les comptes de quart de finale dans une ambiance très chaude ici au gymnase du stade de Martyr. Mais il y a déjà
la Tunisie, de l'Angola, mais aussi du Sénégal qui sont déjà qualifiés et qui vont se qualifier également pour la Coupe du Monde. La République du Congo va jouer donc, si elle se qualifie, soit face à la Tunisie, plutôt va jouer face à l'Angola en demi-finale, alors que dans notre demi-finale, on verra le Sénégal jouer face à l'équipe de la Tunisie. L'ambiance est très très chaude ici au stade, au gymnase du stade de Martyr, comme nous sommes en train de le vivre, avec les supporters qui sont très présents et qui sont témoins de ce grand événement. Depuis le gymnase du stade de Martyr, Blaise Zola, journaliste télévisé. Vous allez corriger avec moi de ce mercredi 4 décembre et non de jeudi. Au Burundi, l'agriculture représentant environ 40% du produit intérieur brut pour 80% de l'emploi en 2023 demeure les poumons verts de l'économie du pays d'Afrique de l'Est, porté par le dynamisme des exportations de café et du thé qui ont respectivement atteint 19,1% et 9,2% en 2023, auxquels s'ajoutent les exportations d'avocats qui devrait atteindre 11 millions de tonnes par an d'ici 2030 dans les tables rondes sur l'investissement pour la réalisation de la vision 2040-2060. Suivez. Favorisés par une reprise généralisée à l'ensemble des secteurs agricoles, les rebonds de la croissance économique du pays d'Afrique de l'Est, amorcés dès 2023, devaient connaître un développement important en 2025 et au-delà. L'agriculture représente environ 40% du produit intérieur brut pour 80% de l'emploi en 2023 selon les chiffres officiels, demeure une composante essentielle du développement économique au Burundi, portée par le dynamisme des exportations des café et du thé qui ont respectivement atteint 19,1% et 9,2% en 2023, auxquels s'ajoutent les exportations d'avocats qui devraient atteindre 11 millions de tonnes par an d'ici 2030. Pour maximiser les bénéfices, les experts, dans le cadre de la table ronde sur les investissements pour la réalisation de la vision 2040-2060, prévue les 5 et 6 décembre 2024 à Bujumbura, appellent les producteurs agricoles à vanter ces produits d'exportation afin d'élargir les marchés. À noter que les secteurs de l'agriculture au Burundi, encore sous-exploités selon les experts, les opportunités d'investissement dans ces secteurs se font sentir dans les besoins de modernisation des pratiques agricoles, les besoins d'une agriculture tournée au marché, la pratique de l'irrigation, les produits à grande échelle, les chaînes de valeur et la valorisation des produits locaux. En septembre 2024, les exportations totales du Sénégal ont augmenté de 85,2%, tirées par le vente d'or, de produits pétroliers et de titane, selon l'Agence nationale de la statistique. Le déficit de la balance commerciale du Sénégal s'est réduit à 121,6 milliards de francs CFA contre 411,8 milliards de francs CFA, environ 663 millions de dollars en septembre 2024, marquant une baisse de 70%. Suivez. Les exportations sénégalaises ont connu une hausse de 85,2% entre août et septembre 2024, passant de 288,2 milliards de francs CFA à 427,1 milliards de francs CFA. Cette performance est principalement portée par les ventes d'or non monétaire, des produits pétroliers et des titanes, indiquent les rapports. Les importations ont quant à elles connu une baisse de 14,9%, passant de 640 milliards de francs CFA en août à 544,3 milliards de francs CFA en septembre. Cette diminution s'explique par la réduction des achats d'huile brute de pétrole, des machines et des équipements industriels ainsi que d'automobiles. Les principaux fournisseurs du Sénégal pendant les mois sous revue ont été la Chine, 10,8%, la France, 9,5%, la Russie, 8,6%, la Belgique, 8%, l'Inde, 7,7% et les États-Unis, 6,7%.
Au niveau sous-régional, les principaux clients du Sénégal sont la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. Notons que sur les 9 premiers mois de 2024, le cumul des déficits commerciaux sénégalais s'élève à 3140,5 milliards de francs CFA, en recul par rapport aux 3188,2 milliards de francs CFA enregistrés à la même période en 2023. L'actualité continue avec la lecture de journaux parus ce matin à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Nous ouvrons cette édition avec Info 27 qui annonce un sommet tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'Angola. Le 15 décembre à Luanda, Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço se rencontreront pour discuter de la paix dans l'est de la RDC. Cette réunion survient alors que les relations entre Kinshasa et Kigali sont tendues, le Rwanda étant accusé par la RDC de soutenir le M23, responsable d'exactions graves au Nord Kivu. Le Rwanda, de son côté, évoque la menace des FDLR sur son territoire. La situation dans l'est de la RDC est dramatique et ces sommets représentent un espoir, bien que certains observateurs demeurent sceptiques face à ce qu'ils considèrent comme un double jeu de Kigali. En parallèle, le phare évoque une nouvelle stratégie pour attirer l'attention internationale sur les conséquences de cette guerre d'agression. Après les traditionnels fronts politiques, diplomatiques et militaires, la RDC a ouvert un nouveau front à travers le football. Un match pour la paix organisé le mardi 3 décembre au stade des Martyrs de Kinshasa a réuni d'anciennes gloires du football mondial dont Emmanuel Adebayor, Didier Okocha et Samuel Eto'o, mais aussi des légendes congolaises comme Shaban Inonda et Dieu merci Mbokani. L'objectif était de sensibiliser la communauté internationale qui semble indifférente à la souffrance des Congolais. Au niveau local, la lutte contre le banditisme urbain, particulièrement le Kuluna, est au cœur des préoccupations. Selon Africa News, Constant Moutamba annonce que des procès en flagrance débuteront le 4 décembre contre ces groupes criminels avec une possible application de la peine de mort. Dans les domaines des droits des femmes, la Prospérité rapporte que Félix Antoine Tshisekedi a réaffirmé son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes lors de la conférence Femmes d'exception. Il a réitéré que la RDC ne pourrait réaliser son plein potentiel sans une pleine inclusion de sa population féminine. Forum 2As revient également sur la polémique autour de la désignation du porte-parole de l'opposition, Christian Mondo Simba, président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, a clarifié que ces processus relèvent exclusivement de l'opposition et que le président Félix Tshisekedi n'a pas d'influence sur cette désignation. Il a insisté sur le rôle clé de Moïse Katumbi dans ses choix. Enfin, la référence plus dément une rumeur concernant un prétendu contrat entre l'ambassade de Norvège et le ministère de la Pêche sur la commercialisation du Makayabu, dit ambassade. Le ministère a démenti ces informations circulant sur les réseaux sociaux, assurant qu'aucun tel contrat n'a été signé. Nous concluons cette revue de presse avec Géopolis Hebdo qui rapporte la clôture des célébrations des 35 ans du FPI. Le 30 août 2024, le Fonds de promotion de l'industrie a marqué la fin de ses activités avec une cérémonie sobre lors de laquelle 14 agents ayant consacré 30 à 35 ans de carrière ont été décorés par la Chancellerie des ordres nationaux. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle revue de presse. Avant de boucler complètement ces journaux, nous vous informons que la RDC vient de perdre contre l'Angola d'un score de 23 à 22 dans le cadre de la CAN Handball 2024. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous rappelons les différents titres. Félix Tshisekedi réaffirme son engagement à travailler pour le retour de la paix en RDC. Déclaration faite lors de la réunion tripartite sur le corridor de Lobito en Angola. Et puis une maladie d'origine inconnue sévit dans la province de Kwango, plus précisément dans la zone de Bandi depuis le 24 octobre. Le ministre de la Santé a assuré que des équipes médicales spécialisées ont déjà été déployées sur place pour
identifier la maladie. Et à Bujumbura, les producteurs agricoles sont appelés à vanter ce produit d'exportation afin d'élargir le marché dans la table ronde sur l'investissement pour la réalisation de la vision 2040-2060. Voilà, c'est tout pour ce soir. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ça vient de paraître. Géopolis Magazine, votre revue